Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau avec Pat. On a eu quelques petites complications pour arriver à se refaire des enregistrements. Là, on recommence et puis on recommence pour taper dans le très 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 gros, c'est-à-dire qu'on va parler d'Ayrton Senna et avec un cumul d'histoires et de choses qui, pour moi, sont intéressantes parce que ça donne un petit peu une vision de l'arrière-plan d'Ayrton, c'est-à-dire un petit peu différent de la vision qu'on avait quand on était des clients et qu'on regardait la télé. Et on découvre une autre facette, même si on la connaît un petit peu avec le recul maintenant. Et donc, ça, c'est assez sympa. Et donc, on va commencer par une première chose, c'est qu'il y a donc très, très, très longtemps, Pat va nous expliquer comment, je ne sais plus par quelle occasion, il avait découvert Ayrton Senna, qui n'était encore que petit Ayrton Senna, qui partageait sa chambre comme un petit enfant avec un autre de ses petits camarades brésiliens. Dis-nous ça. Alors, je t'explique. Je vais faire un tout petit backup, un tout petit retour en arrière. À cette époque-là, j'avais quitté la Californie depuis un an à peu près, et j'habitais le sud de l'Angleterre, à côté de Hastings. Tu sais, la bataille de 1066, les Normands qui ont envahi les Anglais. Bon, donc j'habite à côté de Hastings, et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'essais privés, contrairement à maintenant. Et donc, il y avait des essais privés à Brands Hatch. Et pour des raisons X ou Y, je ne vais pas te raconter, j'étais assez copain avec Gérard Ducarouge, qui était l'ingénieur de chez Lotus, les Lotus noirs et jaunes d'ailleurs, à l'époque où Ayrton a signé en 85. Ouais, 85. Et c'était cette époque-là, 85, 86, dans ces eaux-là. Donc j'avais été très copain avec Gérard Ducarouge parce qu'il avait aimé les 2-3 photos que j'avais fait de lui. Voilà, c'est pas, encore une petite anecdote, si tu veux. C'était le même cas, par exemple, pour un pilote qui est tombé dans les oublis maintenant, qui s'appelle Stefano Modena. Son épouse était une princesse ou une comtesse, enfin, c'était vraiment. Et elle adorait les photos que je faisais de Stefano. Stefano, c'était Modena, il avait une tête typique d'italien fantasque. Enfin bon, bref. Donc, on revient à Brands Hatch pour les essais. Je parle avec Gérard Ducarouge, et je lui dis, écoute, j'aimerais bien aller voir Ayrton chez lui, à côté de l'usine, à Norfolk, enfin Etel, l'usine. Oui, oui, l'usine Lotus et Etel. Ouais, ouais. Donc du Team Lotus, pas parce que la Lotus, après ils sont allés à Enston, où il y a maintenant Renault, hein, mais à l'époque des Lotus, ils étaient à Etel, à côté de Norfolk, dans le centre-est de l'Angleterre, pas très loin de Londres, mais bon, bref. Et il m'a dit, écoute, oui, c'est bien, essaye de voir avec Mauricio. Alors, encore une petite anecdote, Mauricio Gugelmi, qui n'était pas en F1 à l'époque, mais il était très copain avec Ayrton, et il partageait une maison, pour des raisons, je ne sais pas dans quel, je ne me rappelle plus dans quoi il courait Mauricio à l'époque. Pour moi, il était en F3000. Je pense qu'il était déjà en F3000. Ça doit être ça, ouais. Et il avait une maison dans ce coin-là, et il avait dit, il l'a partagé avec Ayrton, parce qu'Ayrton, il est arrivé avec sa valise et son volant, et il n'avait rien d'autre, hein, si tu veux. Et donc, il m'a dit, écoute, essaie de voir avec Mauricio s'il peut t'arranger le coup, parce qu'il est plus facile d'approche que Senna. À l'époque, Senna il a toujours été un peu distant, si tu veux, avec les gens qu'il ne connaissaient pas. Un peu timide, en fait, quasiment. Très timide, oui. En fait, et Mauricio, c'est l'image du Brésilien type qu'on se fait, c'est-à-dire jovial, sympa, très amical, tu vois, Ouais, qui te prend par l'épaule et machin, etc., quoi. Et si tu veux, nous, Mauricio Gugelmin, on l'appelait dans le paddock, on l'appelait Maurice. Voilà. Donc, je vais voir Maurice et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'arranger le coup avec Ayrton? J'aimerais venir vous voir chez vous, à côté de l'usine de, je ne sais plus où c'était pas très loin de l'usine de Norfolk, du Team Lotus. Bon, rendez-vous est pris une ou 2 semaines avant la saison ou au début de la saison, je ne sais plus quand c'était, mais bon, peu importe. Ça devait être après les 2-3 premiers Grands Prix, tout ça. Et donc je vais là-bas, et Ayrton me dit, oui, mais je ne veux pas que tu fasses de photos de moi avec mes avions. Parce que je suppose, mais ça j'en sais rien, hein, c'est une supposition, je suppose que Peter Warr, le manager de Lotus, il ne voulait pas trop que son pilote fétiche commence à jouer avec des trucs hyper dangereux, enfin hyper dangereux, les avions télécommandés. Mais attends, les avions télécommandés, comme le faisait Senna, c'était incroyable. Il était aussi doué
la télécommande, commander ces avions à télécommande, ces avions radiocommandés, qu'au volant. C'était inimaginable ce qu'il faut faire. Du coup, tu as sauté directement à ça, c'est-à-dire que tu débarques dans l'appartement, dans la maison, et la maison, c'est une maison normale, et il y a une piole qui est remplie que d'avions, c'est ça en gros? Ouais, il y en a une dizaine. Et il y a un atelier, enfin c'est du Sénat, quoi. Il y a un atelier bien rangé, machin, tout est nickel. Donc il me dit, viens, on va aller dans la chambre à côté. Et là, je te jure, j'ai vraiment regretté qu'il ne m'a pas laissé faire des photos. Putain, là. Tu aurais vu comme il maniait ces trucs-là. Il avait, bon, évidemment, des trucs, c'était pas des jouets, c'était des avions professionnels, mais c'était des avions un peu dessinés comme ceux des années 30, des avions de record ou d'acrobatie, tu vois. Et donc, avec les hélices, il faisait des trucs, des machins, des loopings, des trucs. Il passait, des fois, il passait à moins de 80 cm de sa tête, tu vois. Et il repassait sur le dos tout le temps. Et il passait entre les jambes de Mauricio, des fois, pour me dire. Pas avec eux, parce qu'il y en avait qui étaient des très grands avions, d'autres qui étaient beaucoup plus petits. Enfin, bon, ils faisaient des trucs du Sénat, quoi. Il n'y avait rien d'autre à dire. Et, Et c'était ça, et là-bas, c'était ça, son loisir pour se détendre, c'était ça, quoi. C'était ça. Mais après, on a appris, tout le monde l'a vu, parce qu'il y a eu des films. Après, il a été aussi doué en ski nautique, en jet ski, en machin. Il était partout comme ça. Mais je te jure, c'est dommage qu'il n'y ait pas de film. Je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose sur sa façon de manier les Non, j'ai vu avions. des photos, mais de films, j'ai rien vu. Non. Ben, je veux dire que je lui ai dit, Ayrton, laisse-moi faire une photo. Non. Et je soupçonne, mais je ne veux pas lui jeter la pierre ni à Tim Lotus, ni à Peter War qui est plus avec nous, ni à Gérard Ducarouche qui est plus avec nous non plus. Je soupçonne qu'il ne voulait pas qu'il joue avec ces trucs-là. Mais bon, le fait est que mais c'était une journée sensationnelle. C'était une journée. Et ce qui m'a permis après d'avoir si tu sais, les pilotes, ils sont comme toi et moi. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils te connaissent, ils ont moins de réticence à te parler. Ils sont plus à même à te parler. Donc, voilà. Donc, on a fait ça. Et ça, c'était, donc, oui, voilà. Et la deuxième, parce que comme tu faisais agent immobilier en parallèle, la deuxième visite chez Ayrton, c'était quand? Alors, la deuxième visite Ayrton, c'est un poil plus anecdotique, disons. Tu connais Lionel Froissart, et je ne sais pas, je ne vais pas te faire une injure de dire que c'est le plus grand copain d'Ayrton, et il a toujours été très ami avec lui, il a écrit des bouquins sur lui, à l'époque il travaillait pour Libération, Lionel. Et s'il m'écoute, je le salue profondément, très amicalement. Et, et donc Lionel nous avait arrangé un coup, il avait arrangé un coup avec Bernard Assé, le photographe, et Bernard et Lionel, je pense, m'avait pris dans la roue. Il m'a dit, écoute, si tu veux, c'était juste avant le Grand Prix du Brésil à Rio. Il m'a dit, écoute, on va planifier 1 ou 2 jours avant et avant les essais du Grand Prix du Brésil à Jacarepaguá, à Rio de Janeiro, on va aller à Sao Paulo chez Ayrton. Je veux dire qu'il m'a fallu me le dire 2 fois. Hein. Et donc, on arrive à Rio, tous les 3, on change. Il faut les changer d'aéroport. C'est comme si tu parlais de Roissy à Orly, toi. À peu près pareil. On est allé à Sao Paulo. Il y a des navettes. Hein. C'est comme la navette avec Toulouse, avec Nice, avec Paris. Et donc, on va à Sao Paulo et on descend de l'avion. Et donc, Lionel qui parlait un peu le brésilien, le portugais, pardon. Et il baragouine au taxi, il donne une adresse. Alors, Sao Paulo est divisé géographiquement, c'est pas très original, mais il y a 4 zones. Zona Norte, zona Est, zona Ouest, zona Saul. Okay, c'est 4 zones. Voilà. Et la maison, c'est la maison des parents d'Ayrton Senna. Il était dans la zona Norte, la zone nord de Sao Paulo. Au taxi, et le gars, il nous regarde dans le rétroviseur, il nous regarde. Et quand il arrive devant la maison, il demande à Lionel, il dit, c'est pas Senna ici? Et l'autre, il lui dit, je te jure, le chauffeur de taxi, je crois qu'il a eu, c'est comme s'il avait eu une apparition. Il était là, il disait, mais c'est Senna, monsieur, c'est Senna, j'attends, machin. Mais je dis, mais non, vas-y, on prendra un autre taxi. Non, je vous attends. Mais on va y rester toute la journée. Je m'en fous, c'est pas grave. Je reste devant la maison. Et donc, nous, on rentre. Mais Ayrton nous avait dit, pas de photos de mes parents, pas de photos de ma soeur, sa cousine, enfin, pas de photos de sa famille.
Okay. Lui tout seul dans la maison. Et c'était une grande maison de ses parents. Tu sais, en Amérique du Sud, les gens qui sont bien, enfin qui sont bien, les gens qui sont aisés, ils ont des maisons, c'est des maisons mais c'est un aéroport différent, comme je t'ai dit, hein, ça, entre comme Roissy et Orly. Donc on arrive à l'autre on prend la navette vers Sao Paulo, on arrive à Sao Paulo, on descend, on prend un taxi, et Lionel lui donne l'adresse de ses parents, qui était dans la zone norte. À Sao Paulo, la ville est divisée en 4, c'est pas très original, mais en 4 zones, si tu veux, la zone nord, la zone sud, la zone est et la zone ouest. Et donc c'était la zone norte. Et donc on y va, et on arrive devant la maison, et le chauffeur, il nous regardait pendant tout le voyage, il nous regardait dans le rétroviseur. Moi, j'ai dit à Nobel, il va nous braquer, ce mec. Mais bon, tu vois, il faut pas, on y soit qui m'en y pense. Et donc on arrive dans la maison, et le gars, il baragouine avec Lionel, et il lui demande si c'est la maison de Sénat. Et Lionel lui dit oui, et Ayrton, il habite ici. Enfin, c'était ses parents. Okay. Le mec, je te jure, c'est comme s'il avait vu une apparition. Je ne veux pas être blasphémé parce que je ne veux pas choquer les gens, mais il était complètement subjugué. Et on lui a dit, bon, ben, écoute, voilà, on te paye la machin. Il dit, non, je vous attends. Mais on lui dit, attends, ça va durer des heures, c'est pas grave, m'en fous, je reste là. Et donc, nous, on rentre dans la maison, et Ayrton nous avait dit, pas de photo avec mes parents, pas de photo avec ma famille, une photo de moi tout seul. Et à l'époque, il était chez Lotus, la Lotus Noire. Et il était sponsorisé par Sergio Tacchini. Il faisait des polos. Ça, c'est un gars qui faisait des équipements de tennis. Ouais, tu avais un T en bleu ou un truc comme ça. Ouais, c'était vachement connu. Ouais. Ouais, Sergio Tacchini, vachement connu. Ouais. Et donc, je l'ai bien prononcé ou je sais oui. Donc, on lui avait dit, écoute, Ayrton, s'il te plaît, de temps en temps, change de t-shirt de polo. Parce que sinon, sur les photos, si tu as un polo rouge, et dans toutes les photos, il y a un polo rouge, ça fait un peu. Donc, il a joué le jeu. Il a mis un noir, un jaune, un rouge, un vert, un bleu. Et on a été tout autour de sa maison, à la piscine, où il y a le barbecue, où il y avait ses avions. Il y a une pièce où il y a ses avions. Mais encore une fois, il ne voulait pas qu'on prenne de photos. Je ne sais pas, j'ai jamais su pourquoi. Mais c'est pas grave. Donc, on a fait les photos chez lui. Ça a duré. Il était gentil, il nous a servi une collation, il nous a servi à boire, parce que c'était au mois de mars, hein, il faisait chaud quand même. Donc on fait les photos, à la piscine, machin, tout, très sympa. J'ai laissé Bernard faire les photos principales, parce que c'était lui qui travaillait pour Lionel. Lionel et Bernard avaient été tous les deux très très sympas de m'accepter, et donc je me suis dit, je ne vais pas quand même leur manger de la laine sur le dos. Je vais essayer je pouvais prendre des photos, mais tu vois, un peu décalées, quoi, si tu veux. Donc je suis sûr que les photos de Bernard sont mieux, que de toute façon, sont mieux que les miennes. Mais Bernard, comme tu vas nous entendre ce que je vais te taguer, tu vois, encore des compliments. Et tu veux toujours pas participer à l'émission, c'est pas grave, on ne parle plus. On continue. Son travail, si tu veux, c'est un garçon adorablement gentil, en plus. Et pour l'anecdote, dans le paddock, on l'appelait Bambi. J'ai toujours été très sûr, pas de mon talent, mais moi, je me suis considéré comme un artisan, pas comme un artiste. Bernard Racé, c'est un artiste. Donc, moi, je suis un artisan. Enfin, j'étais un artisan. Et je me suis toujours considéré que je faisais bien mon boulot, mais voilà. Tu ne te targuais pas d'avoir une touche de génie. Bernard, il avait un petit truc en plus, qu'il a toujours, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai vécu de la photo pendant 25 ans ou 20 ans, ça va, quoi. Je me plains pas, il n'y a aucune jalousie là-dedans. Si tu veux, le truc, c'est que moi, j'ai fait des photos, lui en a fait, enfin bon, bref. Donc, ce que je voulais pas, c'était pas le suce la roue, comme on dit. C'est-à-dire que je voulais faire des photos. Donc, j'ai fait des photos un peu différentes mais la journée était très, 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 très sympa. Et quand on est sorti, le chauffeur de taxi, on n'a pas vu sa famille. Ayrton nous a dit merci, machin. On est resté, là, on est resté 2-3 heures, je pense, un peu plus. Et peut-être 1h30, 2 heures, 2 heures, 3 heures.
Et donc, on est sorti, le taxi nous attendait, il nous a ramené à l'hôtel, qui était, je ne me rappelle plus, dans Sao Paulo. Et, et il a dit qu'il allait le dire à tous ses copains, qu'il était séchénal. Mais si tu veux, au Brésil, tous les quartiers où il y a des gens qui sont à l'aise, si tu veux, ils vivent dans des bunkers. Tu as des murs de 6 mètres de haut, au-dessus il y a des barbelés. Enfin, il y a une entrée avec des gardes. Et mais bon, c'est une ville dangereuse, il ne faut pas se cacher la face. Hein, donc, mais il a été très sympa. Et donc, après, on est allé sur le circuit. Enfin, le lendemain, on a fait les essais, voilà. Et si tu veux, ces photos, j'avais dit à Bernard, j'ai dit, écoute, Bernard et Lionel, j'ai dit à Lionel, tu les utilises d'abord, je te donne un peu la primeur, c'est normal, et moi, je les utiliserai après. Et bon, le fait est qu'une fois qu'elles ont été diffusées, parce que Bernard était comme moi à l'époque chez Rondistad, à l'agence de Gérard Rondistad, et une fois que Gérard avait diffusé les photos de Bernard, bon, les miennes, elles étaient un peu, tu vois, c'était un peu du réchauffé, quoi, si tu veux. Donc, je les ai vendus ailleurs, mais bon, c'était pas. Je ne me suis pas acheté un appartement avec ça, c'est sûr. Je ne me suis pas acheté un repas. Mais bon, donc voilà, donc si tu veux, c'est ça. Et alors, des années après, il est plus chez Lotus, il est chez McLaren. Et on est au Grand Prix du Canada. Alors, le Canada, c'est d'abord un des Grands Prix les plus sympas, les plus fantastiques qui est pas. Le circuit en lui-même, il est vieux, il n'est pas sensible, mais c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, c'est vraiment, c'est le fait que ça soit à côté, et surtout que ça soit à côté de la ville, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, que c'est l'ambiance qui est de la ville qui va vers le circuit qui va vers la ville, quoi. Voilà. Mais Melbourne, c'est pareil. Melbourne, le circuit il est dans un parc au sud-est de la ville, et un peu comme si tu vivrais ici, on faisait un Grand Prix à Bois de Boulogne ou au Bois de Vincennes. À Melbourne, c'est un peu ça. Donc, pour le Canada, c'est une île qui sert tout le reste de l'année, elle sert pour les joggers, les gars en roller, les gars en vélo. Il n'y a rien, c'est une île parc, un parc sur une île, au milieu du Saint-Laurent. Mais pour y aller, tu peux y aller en métro, tu peux y aller en voyage, tu peux même y aller à pied si tu veux. Mais, donc c'est très facile, sauf qu'il y a une seule route d'accès. Une fois que tu sors, que tu arrives de la ville, que tu passes un premier pont sur le Saint-Laurent, tu redescends, et pour aller à l'entrée du circuit et repasser le Saint-Laurent de l'autre côté, il y avait une toute petite route d'accès avec au bout un garde. Je ne sais pas si tu connais les sécurités aux États-Unis, ils sont en Amérique du Nord, ils sont très tatillons, plus que tatillons. Et alors, il fallait qu'ils laissent passer les piétons, enfin les gars qui sortaient du métro et qui venaient en métro, qui allaient à pied vers l'île Notre-Dame. Et donc il y avait une queue pour l'accès au pont qui amène vers le circuit, une queue de bagnole inimaginable. Mais à côté de ça, tu avais un chemin en terre qui était réservé pour les vélos, les joggers, les machins, les gars qui se promènent avec leurs chiens, etc., etc. Et moi, j'attendais dans la file, avec tout le monde, bien sagement, que le monsieur là-bas au bout nous laisse passer. Et derrière, à un moment donné, je vois une voiture qui monte sur le trottoir, qui était la partie en terre qui était réservée pour les joggers, et qui descend. Voilà, c'était une NSX. Alors, c'était pas facile de savoir, c'était Ayrton au volant. Moi, je l'ai vu. Et il a passé tout le monde comme ça sur la base, alors que tu n'as pas le droit de rouler là-dessus. Il arrive au bout. Alors, les sécurités, ils étaient tellement effrayés de voir ça. Ils commençaient à voir. Et quand ils ont vu que c'était Senna, ils sont pris de court. L'autre, il n'a pas attendu une minute. Il a mis la première, pom, et hop, il est parti. Et alors après, le pire, c'est que le temps que nous, on rentre, qu'on garde la voiture, qu'on arrive dans le paddock, bien sûr, tout le paddock était déjà au courant. Tout le monde le savait. Tout le monde disait parler. Oh, t'as vu Ayrton, machin? Bah oui, moi, je faisais la queue, je l'ai vu.
Mais ce qui est con, c'est que personne n'a fait des photos de ça. Les deux casques Les deux casques, les deux casques, les deux casques. les deux casques. À l'époque de Prost et Senna, t'imagines bien que tout le monde voulait des photos de Prost et Senna ensemble. Il y a Gilles Levent, qui est un très bon ami de l'agence des PPI, qui a fait une image aux essais d'hiver d'Imola en 88, ça doit être. Ouais, où tu les vois tous les deux en face, on aurait dit deux chiens qui arrivent se bouffer. Toi, ils sont en train de partir d'autre d'une table. Et, mais il a eu la chance, il l'a fait à travers une glace, à travers un miroir ou une vitre, je ne sais pas quoi. Enfin bon, peu importe. Il l'a fait. Et le résultat, il est sur la table au et donc, nous, on cherchait. Et les essais de Gérès, avant saison, j'étais avec Xavier de Nombel, qui est un photographe qui maintenant fait des bouquins magnifiques sur les voitures anciennes. Il a fait 2 bouquins sur les berlinettes italiennes des années 50 et 60 qui a tombé. Il a fait des trucs vraiment très très beaux. Et donc j'étais à l'époque, il travaillait chez SIPA. Et donc j'étais avec Xavier de Nombel, il y avait peut-être aussi Vargeau, Eric Vargeau de l'agence de public, peut-être qu'il était là aussi. Et on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en cherchant tous les trois, on s'est dit, bon, on va mettre des casques l'un ou l'autre parce qu'on n'arrivait pas à voir les pilotes. Donc, le casque d'Alain, il était facile de trouver. On a trouvé Alain, on dit, Alain, on peut prendre un casque, on va faire des photos. Bon, très bien, on a fait des photos. Parce qu'il fallait qu'on fasse des photos individuelles des casques, des photos des pilotes, tu sais, façon commissariat du 9-3. Et donc, on avait fait le casque d'Alain, et après, c'est dit, il faut qu'on prenne celui de Senna. Bon, moi, je vais voir Joe Ramirez, qui était le team manager de McLaren. À l'époque, est un Mexicain. Lui, il a eu une histoire. Ouais, ça faut que tu. Ouais, on reviendra de ça, il faut que tu me le refasses, ça. Ouais. En plus, une crème de d'homme, hein, Joe. Et donc, je vais voir Joe, je lui dis que Joe, il nous faut le casque d'Ayrton. Et lui, il ne savait pas. Il dit, il y en avait un sur l'établi. Et il nous dit, bah, prenez celui-là. Donc, Xavier, qui était là, il a pris le casque. On a mis, nous, les 2 casques l'un en face de l'autre. Clic, 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 clic. On a fait des photos, machin. Xavier remet le casque où il était sur l'établi. La séance commence. Ayrton monte dans sa voiture, il met les casques, machin. Il fait un tour, il revient, il sort de la bagnole de façon zébulon. Il sort de la voiture quand un machin commence à hurler auprès des mécanos. Et Joe vient nous voir. Qu'est-ce que vous avez fait avec le casque d'Ayrton? On n'a rien, on a pris et on a fait des photos. Mais lui, Joe non plus ne savait pas ça. C'est que Ayrton nous a dit, il est venu nous voir, il a dit, qu'est-ce que vous avez foutu avec mon casque? En fait, ce qui s'était passé, c'est que Xavier, quand on manipulant le casque, il avait mis son pouce sur la visière. La visière. Et ça, donc il y avait une impression du pouce de Xavier, paf, sur la visière d'Ayrton. Et Ayrton, quand je disais, il m'a dit, j'avais l'impression qu'il y avait une mouche. Donc il est revenu, et il est venu nous voir. Donc après on a tout expliqué, on lui a dit, écoute, il a dit, mais non, si vous avez besoin d'un casque, ça c'est là. Hein. Il dit, j'ai un casque de démonstration. Spécial pour ça. Spécial pour ça. Tu vois, il dit, alors quand même, il s'en foutait, il a dit, oui, prenez celui-là, bon. Mais si tu vois, c'était pour montrer déjà à l'époque, il avait déjà ça. Donc bon, mais si tu veux, le truc, c'est que. Et le petit côté superstitieux aussi chez Senna. Il n'aimait pas qu'on touche les trucs qu'il utilisait en course quand même. Hein. Non, oui, non, il a eu. Enfin, moi, je lui ai dit à l'époque, ça c'était à Adélaïde, il avait dit quelque chose comme quoi Dieu lui avait montré la voie et tout. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, Ayrton, fais pas ça. Les gens vont se foutre de toi. Ça, c'est ta vie personnelle, c'est tes croyances personnelles intimes, ne les mets pas sur la place publique, ça ne sert à rien. Je lui dis surtout les pays anglo-saxons, on était en Australie. Hein. L'Australie, les tabloïds australiens, c'est comme le Sun ou les machins, ce qu'ils appellent les gutter press en Grande-Bretagne. Hein. Je lui dis, tu t'exposes à des choses qui sont, ça ne sert à rien. Non, il était très croyant, oui, mais superstitieux, je crois pas. Je pense pas. Ah, d'accord, ok, d'accord. Oui, non, mais tu vois, c'est pour ça que je pose la question. J'arrive pas avec les réponses. Hein, mais, voilà, monsieur. Nous finissons en plein été sur le Ice Bucket Challenge pour nous prendre un petit seau d'eau fraîche sur la tête pour nous refroidir. C'est pas mal.